Et je donne à présent la parole à son Excellence Viviane Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères de Singapour. Madame President, Madame la Présidente, Excellences, je représente une petite ville, cité-État en Asie du Sud-Est. Je crois que nous sommes le plus petit membre à avoir atterri aux Nations Unies ces 59 dernières années. J'aimerais féliciter son Excellence Philemon Yang qui préside cette 79e session de l'Assemblée générale. Et j'aimerais également rendre hommage à son Excellence Denise Francis pour son leadership exemplaire au cours de la 78e session. Le monde aujourd'hui vit une phase extrêmement dangereuse. Les civils en paient le prix fort. Le risque de mauvais calculs et d'escalade s'est nettement accentué, surtout au Moyen-Orient, en Ukraine, au Soudan et dans la péninsule coréenne. Il est déchirant de voir autant de vies innocentes perdues. Et le fait que les principales puissances se méfient aujourd'hui les unes des autres, le fait qu'il n'y ait plus de leadership mondial, tout cela rend la recherche de solutions pacifiques aux conflits en cours très difficile. Nous approchons du 80e anniversaire de la création des Nations Unies. C'est pourquoi nous devons renouveler notre engagement en faveur du système multilatéral fondé sur des règles. En effet, sur toutes les questions ou presque auxquelles se heurte la communauté internationale, paix ou sécurité, en passant par le changement climatique ou l'espace extra-atmosphérique, les océans, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, il faut réformer l'ONU si nous voulons trouver des solutions à ces problèmes. Or, l'ONU reste la seule instance neutre et universelle pour que les nations puissent se parler et coopérer. Le sommet de l'avenir était une étape importante pour l'ONU et pour l'ensemble du système multilatéral. L'adoption du pacte pour l'avenir laisse espérer que l'on peut trouver un accord grâce à une volonté politique suffisante, suffisamment de sagesse aussi. Ce pacte est le début d'une véritable transformation, d'une refonte du système multilatéral, afin de garder et préserver la pertinence des Nations Unies. Il faut accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, redynamiser et revitaliser la coopération internationale, transformer la gouvernance mondiale. C'est pour toutes ces raisons que Singapour a ardemment défendu le sommet de l'avenir et nous sommes disposés à continuer de travailler avec nos amis pour mettre en œuvre le pacte. J'aimerais à présent souligner 3 questions importantes. Premièrement, l'importance de renforcer le rôle fondateur des Nations Unies pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Un retour aux sources, si vous voulez, est nécessaire. Nous devons rétablir le respect de l'état de droit et de la Charte des Nations Unies qui sont des piliers essentiels de la paix et de la sécurité mondiale depuis 80 ans. On ne peut pas laisser des violations du droit international devenir la norme. La guerre en Ukraine incarne une violation flagrante du droit international de la Charte des Nations Unies. En effet, dans ce cas de figure, un pays a été envahi par un autre pays en prétextant vouloir corriger des erreurs historiques. On ne peut pas justifier cela, quelles que soient les circonstances. Si on laisse la loi du plus fort s'imposer, le monde peut devenir très dangereux pour les petits États. Nous n'avons pas intérêt à prendre part dans une rivalité entre grandes puissances. Ce que nous voulons simplement, c'est défendre notre souveraineté, exercer notre autonomie et tracer notre avenir. C'est pourquoi les petits États comme Singapour ont toujours
été de fervents défenseurs du droit international et de la charte internationale. Pour les petits États, en effet, les États de petite taille, le multilatéralisme n'est pas une option, c'est une question existentielle pour nous. Singapour, à l'instar des autres petits États, doit toujours défendre avec cohérence et en toutes circonstances le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international. En tant que petits États, comme je l'ai dit, nous n'avons aucun intérêt à prendre parti. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être empêtrés dans une guerre par procuration ou nous enliser dans de telles considérations. Nos objectifs sont simples. C'est pourquoi nous avons défendu le droit international depuis toujours. Comme je le disais, le multilatéralisme n'est pas une option. Il en va de notre survie. La semaine dernière, Singapour, en coopération avec l'Institut international pour la paix, a lancé un rapport sur les petits États et la transformation de la gouvernance mondiale. Ce rapport, préparé par l'Institut et l'école Rajaratnam d'études internationales à Singapour, met en avant les priorités et les perspectives des petits États. Nous espérons que ce rapport nous poussera à discuter de manière plus approfondie du renforcement et de la transformation de l'ONU et du système multilatéral. Monsieur le Président, le renforcement du droit international et des cadres internationaux existants, cadres juridiques j'entends, est un exercice en cours. Singapour continuera d'appuyer de toutes ses forces le travail que fait la Cour internationale de justice, ce qui est fondamental pour faire respecter l'état de droit et protéger les intérêts de tous les pays. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est cruciale, surtout pour une cité-État insulaire, tributaire du commerce. Le commerce est essentiel pour nous. C'est pourquoi le cadre juridique régissant toutes les activités sur les océans et dans les mers doit être pleinement mis en œuvre. La liberté de navigation est un droit, ce n'est pas un privilège octroyé par le seigneur ou un hypothétique seigneur des mers. C'est la Convention du droit de la mer qui constitue la base de toutes les activités en mer, et notamment pour la coordination des efforts que nous déployons sur des questions comme la perte de biodiversité, l'élévation du niveau de la mer, la pollution par le plastique ou l'acidification des océans. Nous célébrons le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de cette convention cette année. Tous les pays doivent la ratifier le plus tôt possible, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a également le BBNJ adopté en juin 2023. C'était un pas crucial pour renforcer le cadre établi par la Convention concernant la préservation et l'utilisation durable de l'océan et de ses ressources. Il est important de développer de nouveaux instruments pour renforcer les cadres juridiques internationaux et je me réjouis d'annoncer que Singapour a ratifié cette semaine l'accord BBNJ. L'ONU joue un rôle crucial pour formuler de nouvelles règles, de nouvelles normes et de nouveaux principes régissant ces biens communs mondiaux. Par exemple, l'ONU a bien progressé dans l'établissement d'un cadre permettant aux États d'adopter un comportement responsable dans l'espace cybernétique. C'est un processus que nous avons toujours soutenu d'ailleurs. Singapour appuie également le nouvel agenda pour la paix proposé par le secrétaire général et nous sommes disposés à travailler avec tous les États membres des Nations Unies pour renforcer le rôle des Nations Unies dans la promotion de la paix et de la sécurité, notamment pour la diplomatie préventive, la médiation et la prévention des conflits. Ces efforts sont indispensables de toute urgence pour sauver des vies humaines et prévenir de nouvelles catastrophes. Nous défendons également
tous les efforts humanitaires déployés par les Nations Unies. La crise humanitaire à Gaza ne cesse de s'aggraver. Les souffrances humaines atteignent des proportions inimaginables. Le gouvernement de Singapour, aux côtés des ONG et de nos citoyens, a contribué à hauteur de 17 millions de dollars en aide humanitaire et en dons à Gaza, par le truchement de l'UNICEF et de l'UNRWA notamment. Nous avons toujours insisté sur la nécessité d'apporter une aide humanitaire à tous les civils dans le besoin, sans entrave et en toute sécurité. Encore une fois, nous appelons au cessez-le-feu immédiat et à la libération sans condition immédiate et sûre de tous les otages. Singapour continuera également d'aider tous les civils à Gaza. Deuxièmement, il faut faire davantage pour mettre en œuvre les ODD. Il ne reste que 6 ans avant la date butoir, mais nous sommes encore loin de notre objectif. Pourtant, une promesse a été faite, celle de ne laisser personne pour compte. Nous devons donc aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. C'est important car le développement durable est le fondement même de la paix et de la sécurité. Nous devons accélérer nos efforts collectifs pour lutter contre le changement climatique. Comme tous les États insulaires, Singapour est particulièrement vulnérable face au changement climatique, et notamment face à l'élévation du niveau de la mer. Nous nous félicitons de la réunion du haut niveau qui s'est tenue cette semaine sur la question. Bien que notre part des émissions mondiales, notre contribution à ces émissions reste négligeable, nous nous sommes engagés à parvenir au net zéro d'ici à 2005, donc zéro émission d'ici à 2050. Le pic devrait être atteint avant 2030. La 4e conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, PUD 4, plutôt cette année, avait également marqué un jalon important pour tous les PUD. Le programme d'Antigua et Barbuda a été adopté, nous nous en félicitons, c'est un plan d'action important pour les 10 années à venir. Nous aiderons également nos pays, des PUD, à travers un nouveau programme d'assistance technique adopté aussi à la conférence d'Antigua et Barbuda et intitulé PUD pour le changement. Ce programme couvre les domaines prioritaires pour les PUD, notamment le carbone bleu. Nous continuerons également d'aider les petits États grâce à notre expérience en matière de développement. Je me réjouis d'ailleurs de vous annoncer que Singapour va reconduire son programme de renforcement des capacités à l'occasion du Forum des petits États, FOSS. C'est un FOSS renouvelé qui va voir le jour avec des programmes couvrant des thèmes numériques comme le leadership et la gouvernance à l'ère des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Troisièmement, il faut transformer l'ONU afin qu'elle soit résistante à l'épreuve du temps et capable de répondre aux défis mondiaux émergents. Pour y parvenir, il y a des mesures à prendre que j'aimerais vous énoncer. Il faut d'abord que les jeunes travaillent vraiment main dans la main en tant qu'acteurs du changement avec tous les autres acteurs censés œuvrer à la redynamisation de la coopération internationale. Nous nous félicitons de l'adoption de la déclaration sur les générations futures qui souligne notre attachement collectif à l'émergence d'un monde qui soit au service des générations futures. Ensuite, nous devons mobiliser le pouvoir des technologies numériques de manière sûre et sécurisée. L'adoption d'un pacte numérique mondial constitue un pas en avant important. Ce pacte contient des engagements concrets qui peuvent accélérer la mise en œuvre des ODD. Nous sommes en train d'assister à la naissance d'une nouvelle ère, une ère marquée par l'intelligence artificielle. Nous connaissons bien les promesses et les risques inhérents à cette technologie. Nous devons donc innover en matière d'intelligence artificielle tout en veillant à protéger la dignité, les valeurs et la sûreté de l'être humain grâce à des garde-fous à l'échelle mondiale. Il faut commencer à parler de la gouvernance de l'IA, c'est impératif. Singapour se félicite du rapport du
l'organe consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle. Nous ferons tout pour aller plus loin dans ces recommandations. Enfin, il faut transformer la gouvernance mondiale et ses institutions pour qu'elles soient plus représentatives, plus réactives et pour qu'elles répondent au mieux aux besoins des petits États et des pays en développement. Le système multilatéral doit être plus agile et l'architecture financière internationale et l'ONU doivent travailler avec plus de synergie. Il est tout aussi important de réformer l'ONU elle-même pour la rendre plus efficace, plus efficiente, plus réactive. Il faut réformer le Conseil de sécurité pour refléter les réalités contemporaines en ajoutant des membres permanents et des membres non permanents au Conseil. Le fonctionnement efficace du Conseil de sécurité est essentiel si nous voulons que l'ONU soit solide et capable de réagir. Les membres permanents du Conseil de sécurité ont une responsabilité particulière. Ils doivent montrer l'exemple en coopérant pour maintenir la paix et la sécurité internationale. L'initiative sur le veto vise à rendre le recours au droit de veto plus redevable et faire en sorte que les États membres permanents rendent des comptes à l'ensemble de la communauté des nations, à l'Assemblée générale. C'est une bonne initiative, un pas dans la bonne direction, mais il faut faire davantage pour que le Conseil de sécurité soit plus transparent et plus responsable. Et Singapour continuera de travailler avec tous les autres États membres et petits États afin d'atteindre cet objectif. Monsieur le Président, Excellence, le monde traverse une période extrêmement dangereuse, marquée par des tensions géopolitiques graves. Une descente aux enfers dans le chaos et le conflit est possible. C'est une menace bien réelle. Tous les pays du monde ont une responsabilité aujourd'hui, celle de préserver la paix et de sauver des vies. En cette époque marquée par l'incertitude, nous ne pouvons malheureusement pas y parvenir si l'ONU ne joue pas son rôle d'instance légitime permettant le dialogue et les partenariats. Il faut donc donner une deuxième chance au multilatéralisme et renforcer le rôle des Nations Unies comme vecteur de paix et de développement durable. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de Singapour.